Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va parler de lecture, on va parler de littérature et on va le faire dehors, en extérieur, parce qu'on le peut. Il fait beau, il fait chaud, il commence à faire chaud d'ailleurs, donc si vous me voyez me décaler progressivement, c'est pour échapper au soleil qui est juste en face. Je n'ai pas envie de fondre devant vous. J'ai pas mal de bouquins, j'ai tout ça, donc on va essayer de pas parler trop longuement de chacun d'eux. Je vais essayer de rester succincte parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure 4h30. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, vous l'avez vu passer si vous avez regardé ma vidéo sur le Canada. Je voulais lire un livre dont l'auteur ou l'autrice était originaire du Canada, ou un livre dont l'histoire se déroule dans le pays. Et en allant à la bibliothèque, je suis tombée sur celui-ci. Je l'ai pris complètement par hasard, Arbre de l'oubli de Nancy Houston. Avant de vous donner mon avis, de quoi ça parle? Alors, on commence l'histoire en 2016 et on suit le personnage de Shaina, qui est une jeune américaine métisse qui est née suite à une GPA, donc gestation pour autrui. Son père est un anthropologue juif et sa mère est une professeure, je crois qu'elle est professeure protestante et féministe. Et dans ce récit, on suit différentes générations, puisqu'on a certains chapitres qui se déroulent juste après la guerre, donc dans les années 45, d'autres chapitres se déroulent dans les années 60, 90, etc. Donc d'habitude, ça, en littérature, c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien quand on suit différentes générations, quand il y a pas mal de personnages, ça permet de diversifier les points de vue, mais là je n'ai pas aimé ma lecture, malheureusement. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, évidemment, ce n'est que mon avis, qui n'engage que moi. Alors, pourquoi j'ai pas aimé? Mon ressenti pendant la lecture, c'est que j'ai eu l'impression que l'autrice avait pris une liste de thématiques de société actuelles. Donc ça parle de féminisme, ça parle de GPA, ça parle de religion, ça parle de quête d'identité, de droits des animaux, d'antispécisme, de racisme, de colonialisme, etc. Et le problème, c'est que déjà le livre est assez court. Peut-être que ça se voit pas forcément à l'écran parce que les pages sont assez épaisses et vous avez des pages où finalement il y a assez peu de texte. Par exemple, vous avez plein de pages comme ça où il n'y a presque pas de texte. Et le problème, c'est qu'en voulant inclure toutes ces thématiques dans un livre qui donc est finalement assez court, fait qu'on creuse jamais véritablement une seule thématique, tout reste en surface. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé que les personnages, je sais pas si c'est fait à dessein de la part de l'autrice, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai trouvé que les personnages, du coup, étaient très caricaturaux, très stéréotypés, et parfois ils disaient des phrases dans certains dialogues que j'ai trouvé extrêmement clichés. C'était presque des phrases que vous pouvez trouver sur les panneaux en manif, quoi. Donc j'ai pas trop compris, j'ai pas accroché. En tout cas, pour moi, ça l'a pas fait, malheureusement. Et j'ai pas voulu abandonner. Je me suis dit que j'allais lire un deuxième livre de l'autrice pour me faire un autre avis. Et en allant à la bibliothèque, en allant sur le site de la bibliothèque, j'ai pris un autre titre de l'autrice, et je me suis dit que ça me donnerait une autre perspective. Et là, c'est complètement de ma faute. Je m'en suis rendu compte quand je suis allée le récupérer à la Méjane, à la bibliothèque. C'est un livre pour enfants. Ici, on suit le personnage de Lucie qui a 13 ans et en gros, c'est son passage de l'enfance à l'adolescence. Puisqu'elle va tomber amoureuse, elle va développer des sentiments pour un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle, un docteur. Bon, je vous le recommande pas, sauf si vous avez un ado de 13 ans, je ne sais pas. Bon, c'était pas extraordinaire non plus,
malheureusement. Et j'ai lu un article où un journaliste comparait Nancy Houston à une Annie Ernaux canadienne. Alors peut-être que je suis passée complètement à côté, je ne sais pas. Si vous avez lu des livres d'elle que vous avez adorés, n'hésitez pas à me les recommander, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai lu Gatsby. Ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous ai donné mon avis détaillé, donc là, je vais pas m'étendre dessus, j'ai adoré. Je vous mettrai la vidéo si jamais ça vous intéresse. Le livre suivant, je vais pas vous en parler parce que je n'en ai aucun souvenir. Je vais vous renvoyer à Adeline Dupassé, qui en a fait une revue le jour où elle l'a terminé. Donc, on part dans le passé. Le plan ce matin, c'est d'aller terminer un livre dans un café. Oui, je vais prendre un americano glacé s'il vous plaît. Un americano glacé. Est-ce que vous voulez en taille normale ou XL? Normal, s'il vous plaît. Ça marche. Ce sera tout? Oui, s'il vous plaît. plaît. Je vais prendre votre prénom s'il vous plaît. Adeline. Adeline. Vous savez qu'on a le Wi-Fi? Oui, êtes... oui, je suis déjà venue. Ouais, c'est gentil, merci. C'est parti. Merci. Faites pas attention à la trace de mon sac à dos, on va faire avec. Je voulais vous parler d'un roman que j'ai terminé au café ce matin, étant donné que c'est encore relativement frais dans mon esprit. Il est fortement probable que d'ici un mois, je ne m'en souvienne pas. Après mon voyage au Canada, j'ai voulu continuer à découvrir des autrices canadiennes et en allant chez le bouquiniste, je suis tombée sur un roman de Jill Adamson, La Veuve. Ce qui m'a attirée avec ce livre, c'est la 4e de couverture, étant donné que c'est présenté comme un western au féminin, un roman épique, poétique et un roman à suspense. Alors honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était un roman à suspense. Au contraire, j'ai trouvé que tout était assez prévisible. On se doute à chaque fois que la protagoniste a des problèmes, on se doute qu'elle va s'en sortir, hein, sinon on n'aurait pas d'histoire, et on voit plus ou moins comment ça va se goupiller. Au niveau de l'histoire, on se retrouve au début du XXe siècle, au cœur des Rocheuses, en Alberta, et on suit le personnage de Mary Boulton, qui a 19 ans et qui est fugitive. Elle est en fuite parce qu'elle a tué son mari. C'est pas un spoiler, hein, on l'apprend dès les premières pages du roman. Tout au long du récit, eh bien, on va suivre les péripéties de Marie, sa rencontre avec différents personnages, elle va s'installer dans différentes villes du Canada, elle va exercer différentes professions, etc. J'ai trouvé que c'était un roman un petit peu trop long, il y a certaines descriptions que j'ai pas trouvées forcément utiles, j'ai trouvé qu'elle n'apportait pas grand chose au récit. Pendant tout le livre, le personnage de Marie est surnommé la veuve. Ce qui fait qu'à chaque paragraphe, on a la veuve fait ci, la veuve fait ça, la veuve va par là. Et j'ai trouvé que ça mettait une certaine distance justement avec le personnage de Marie. La nature est beaucoup décrite, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et il y a certaines descriptions que j'ai trouvées intéressantes, notamment à la fin du roman, il y a une scène d'avalanche. Et ça, j'ai trouvé que c'était
plutôt bien fait. J'avais vraiment l'impression d'être face à la montagne et de la voir s'écrouler. Honnêtement, c'est le passage que j'ai préféré du bouquin. Encore une fois, c'est un roman où il y a pas mal de longueur, c'est assez contemplatif, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pourquoi pas, mais j'ai pas trouvé que ce soit particulièrement mémorable. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est encore chaud dans ma tête. La fin du récit est ouverte, donc je sais pas s'il existe un tome 2, c'est possible. En tout cas, je le lirai pas, parce que ça m'intéresse pas particulièrement. Mais je continue ma quête d'autrice canadienne. Vous m'avez beaucoup recommandé Alice Munro, Dear Life, je crois. Et je ne l'ai pas trouvée à la bibliothèque, donc peut-être dans le futur. Et voilà, c'est tout. Et nous sommes de retour, la magie du montage. Il nous reste plus que 2 livres. L'avant-dernier dont je vais vous parler, c'est le 4e et dernier tome de la saga L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je ne vais pas m'étendre trop longuement parce que je vous ai parlé de cette saga à plusieurs reprises. Je suis contente de l'avoir lu parce que maintenant je sais comment l'histoire se termine. Mais j'ai trouvé que ce tome était un peu en dessous des tomes précédents et particulièrement du premier qui, pour moi, reste le meilleur de toute cette saga. Là, la première partie du livre, on suit la narratrice et son histoire, et surtout ses problèmes avec son amant. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez rébarbatif parce que c'est un thème qu'on trouve très régulièrement en littérature. Mais à partir du moment où le personnage de Lila réintègre l'histoire, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus captivant. Lila, c'est un personnage qui est assez fascinant. C'est assez rare qu'on lise des Lilas. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas eu davantage son point de vue. Parce que la façon dont elle pense, etc., c'est tout ce qui fait la valeur ajoutée de ces bouquins pour moi, c'est Lila. Donc, ouais, j'étais un petit peu triste à la fin du livre parce que quand je lisais les dernières pages, je savais que c'était la fin et j'ai passé beaucoup d'heures finalement avec tous ces personnages de ce quartier de Naples et ça me rendait un peu nostalgique de devoir les laisser. Ouais, c'est une saga que je vous recommande, surtout le premier tome. Si vous ne devez en lire qu'un, commencez par le premier. Et le dernier livre, et après on se quitte, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un classique de la littérature française, Le Père Goriot de Balzac. J'ai déjà lu certains romans de Balzac, mais j'avais jamais lu Le Père Goriot, et il fallait bien y passer un jour. Alors, de quoi ça parle ? On se retrouve à Paris en 1819, donc au 19e siècle, et on va suivre les locataires d'une pension, la pension Vauquet. Et la particularité de cette pension, c'est ce qui était assez fréquent à l'époque, c'est qu'à chaque étage de l'immeuble sont installés des résidents en fonction de leur niveau de revenu, en fonction de leur richesse. C'est-à-dire que plus vous montez dans les étages de la pension, plus les pensionnaires ont de l'argent. Non, c'est l'inverse. Pardon, c'est l'inverse. Plus vous montez, moins les pensionnaires ont de l'argent. Et donc, au dernier étage de cette pension, on retrouve le personnage principal qui, malgré le titre du roman, c'est pas le Père Goriot. Le Père Goriot, c'est un personnage secondaire. Le personnage principal, c'est Eugène de Rastignac, qui est un jeune homme, un jeune provincial, qui est venu à Paris sous le prétexte de faire des études de droit, mais en réalité, il est venu à Paris pour réussir. Il a énormément d'ambition, il en veut, il a les dents longues, Eugène. Et le voisin d'Eugène, c'est le Père Goriot. Le Père Goriot, c'est un vieil homme qui avait de l'argent par le passé, mais progressivement, au fur et à mesure, il s'est fait dépouiller, littéralement dépouiller par ses filles. Il a 2 filles qui sont extrêmement mesquines et qui, quand elles viennent voir leur père, c'est uniquement pour pouvoir lui soutirer de l'argent. Et le Père Goriot, qui aime ses filles d'un amour démesuré, il les aime plus que sa propre vie, et bien est prêt à tout pour ses enfants, et donc il leur donne tout ce qu'il possède. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le style de Balzac. J'ai trouvé que c'était
très bien écrit, que c'est très maîtrisé. Il y a parfois de belles phrases avec des envolées lyriques. Et à la fin du roman, vous avez cette phrase très célèbre de la littérature française, quand Eugène est sur les hauteurs de Paris et qu'il s'adresse à Paris, à la ville de Paris, et il dit « à nous deux maintenant ». Ça, c'est une phrase qui est très connue. Le thème principal du roman, c'est évidemment l'argent et à quoi sont prêts les personnages pour l'obtenir. Ça m'a beaucoup fait penser à Pobouille de Zola, qui est un Zola que j'avais adoré. Je vous le recommande d'ailleurs si vous ne connaissez pas. Je trouve que c'est un Zola qui est sous-coté. Dans Pobouille, c'est pareil, on suit les personnages d'un immeuble et chacun a son histoire. Il y a une scène à la fin dans Pobouille qui est extrêmement bien maîtrisée, extrêmement bien réalisée par Zola. C'est une scène d'accouchement. Et je trouve que Zola, il a un don avec les scènes d'accouchement. C'est toujours très violent, mais en même temps, les accouchements, c'est violent, c'est sale, c'est gluant, c'est sanglant. Et je sais pas pourquoi je vous parle de Zola et d'accouchement, mais pour vous dire que je vous recommande Pobouille. Et accessoirement, je vous recommande aussi Le Père Goriot. J'ai l'esprit qui commence à vagabonder, donc je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, c'est également possible. Il y a toujours un lien dans la description si jamais vous voulez faire un don de 2 €, m'offrir un café. Pareil, ça me fait toujours très plaisir. Prenez bien soin de vous et de vos proches, passez un bel été, faites de belles lectures et à bientôt. Salut!